Bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue dans votre magazine émission Réflexion politique. Comme vous le savez très bien, chers téléspectateurs de Mandé TV, Réflexion politique nous permet de poser une réflexion, de pousser une réflexion, de répondre à des questions que tout un chacun, citoyen malien en particulier et d'Afrique, peut se poser évidemment. L'extraction de l'or est la principale activité minière du Mali et qui se trouve à la 3e place des pays producteurs d'or en Afrique avec plus de 1500 tonnes par an en termes de production selon les estimations de 2020. La production aurifère représente 95% de la production minière du pays. Le code minier mis en place par le gouvernement doit pouvoir réguler le secteur et bien évidemment attirer des investisseurs et ça, pour ce faire, ça ne manque pas. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, quoi comprendre de l'exploitation minière au Mali et surtout quelle politique préconiser pour le bonheur des Maliens? D'où notre réflexion du jour qui a pour thème l'exploitation minière au Mali. Téléspectateurs de Mandé TV pourront un débat pour pousser la réflexion. J'ai des invités, des gens qui s'y connaissent dans le secteur et qui sont dans le secteur, on pourra dire. Notre premier invité est Monsieur Abdoul Wahab Diakité. Il est le président de la coalition malienne. Publiez ce que vous payez. Monsieur Diakité. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Mandé TV. Merci. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, et alors là, c'est une dame dans le secteur minier, c'est Madame Maïmouna Salamanta, directrice de la petite mine à Tabakoro. Madame Maïmouna, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Je suis ravie. Merci. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, avant de poser cette réflexion aujourd'hui, on va demander à M. Diakité et à Mme Salamanta de pouvoir nous dire un petit peu ce que c'est, ce qu'ils font en réalité pour mieux comprendre. M. Diakité, c'est quoi publier ce que vous payez? Merci bien. Publier ce que vous payez est une coalition qui évolue dans le secteur minier. Elle est composée de 16 organisations de la société civile. Elle a pour vision un pays riche en ressources minières dont l'exploitation bénéficie aujourd'hui et demain à tous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est une coalition quand même qui a l'œil sur tout ce qui se passe au niveau du secteur minier au Mali pour que les choses soient bien cadrées et qui évoluent. Nous existons même sur le plan mondial. D'accord. C'est la coalition malienne. Il y a une coalition au niveau Afrique et mondial également. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Diakité. Madame Maïmouna, on va faire Bonjour. ça. Madame Maïmouna, vous êtes directrice de la petite mine Tabakoro Ouest. Qu'est-ce que c'est? Oui, je vais me présenter. Je suis chef d'entreprise de Moulina SRL. Je suis opératrice dans le secteur minier et consultante dans le secteur minier. D'accord. Je suis géologue de formation avec 11 ans d'expérience dans le secteur minier. D'accord. Oui. Des femmes dans le secteur minier, on en voit de plus en plus. Hein. Absolument. Nous sommes un peu minoritaires dans le secteur, mais on s'impose. On a commencé à s'imposer dans le secteur minier. Commencer à s'imposer dans le secteur Ouais. minier. Absolument. Ça veut dire que... Absolument, c'est un secteur qui est dominé d'hommes. Donc, il faut s'imposer, sinon ce n'est pas du tout facile pour les femmes. Exactement. Nous sommes toujours sous-estimés, marginalisés, souvent exclus. Donc, il faut s'imposer. Il faut montrer que vous pouvez le faire en même terme que les hommes. D'accord. On fait le terrain au même terme que les hommes. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est salutaire pour l'Afrique, c'est salutaire pour le Mali, on pourra dire. Ouais. Le Mali est un pays exploitant, exportateur de minerais, comme dit en introduction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui sur cette activité et surtout les enjeux du secteur minier? Ok. Merci bien, madame. Quand on parle de l'exploitation minière au Mali, on pense surtout à l'exploitation industrielle, en oubliant l'orpaillage traditionnel. L'orpaillage traditionnel est une activité séculaire. En témoigne le voyage de Kankou Moussa à la Mecque.
Kankou Moussa est parti à la Mecque avec à peu près 8 tonnes d'or. Aujourd'hui, au Mali, il y a plus de 350 sites d'orpaillage traditionnel et plus de 500 000 qui exercent cette activité. Malheureusement, c'est un secteur non encadré. C'est un secteur non encadré. Et c'est le secteur également qui cause plus de dommages à l'environnement. Bon, si nous continuons avec toujours, c'est dans les années 84 qu'on a commencé l'exploitation industrielle sous la Deuxième République avec la société de gestion de Kalana. Donc, comme vous le savez, juste après le 26 mars, donc, il y a eu un changement de régime. Également, je vous rappelle également que dans les années 80, la Banque mondiale et le FMI avec leur fameux ajustement structurel avait commencé déjà à restructurer toute l'économie malienne. Et cela a commencé dans les années 80. Et cet ajustement, en tout cas, a continué après le 26 mars. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'était juste deux choses. Bon, l'État se retirait de ses fonctions opérationnelles et occupait uniquement sa fonction régalienne. Et également préparer le terrain pour l'épanouissement du secteur privé. Donc, c'est dans ce contexte qu'effectivement, tous les codes qui ont été élaborés, tous les codes ont été élaborés dans ce contexte-là. Et précisément, le code de 91, 99, 2012. 91, 99, ça, le code était réservé uniquement à l'administration. Parce que la société civile n'était pas encore outillée. Et le Mali également n'avait pas adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Mali a adhéré à cette initiative en 2006. Voilà. D'accord. Alors, l'initiative, c'est bien pour la transparence et l'industrie extractive. Comment se fait-il que le Mali, historiquement, est connu comme étant un pays producteur d'or? On le dit partout en Afrique, les gens sont ahuris quand on annonce la quantité d'or que Kankou Moussa avait acheminé lors de son voyage. C'est énorme, mais l'extraction, cette industrie commence... C'est pas très, c'est récent même, on pourrait dire. Oui. C'est récent, bien après l'indépendance. Absolument. Voilà. Ah, Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je salue les téléspectateurs de Mandé TV. En tant que technicienne et géologue, je vais un peu expliquer c'est quoi l'exploitation minière d'abord aux téléspectateurs. Très bien. L'exploitation minière, c'est l'ensemble des activités constituant à extraire de la terre utile, économiquement exploitable. C'est ça l'exploitation minière. Donc, ces minéraux exploitables et utiles économiquement, si c'est en termes en quantité, on appelle ça un gisement techniquement. Donc, c'est ça qu'on exploite à des années. Depuis, comment ça peut s'expliquer, depuis 1990, le Mali a des grandes mines. Et jusqu'à aujourd'hui, on a 15 grandes mines au Mali. Et l'or ne brille pas pour les Maliens, comme on le dit. Mais techniquement, moi, je réforme. Vous allez pouvoir poser vraiment ces recommandations qui sont, je suis sûre, assez pertinentes. Mais aujourd'hui, les enjeux de l'or, aujourd'hui, c'est connu. Le Sahel convoité, c'est pas juste pour les beaux yeux des Sahéliens. Il y a quand même une histoire dedans. Maintenant, les enjeux, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'exploitation minière? L'exploitation minière en tant que telle n'est pas seulement que de l'or. Hein. Il y a plusieurs minéraux qui sont là au Mali. Il y a le phosphate, il y a l'uranium, il y a le manganèse, il y a bauxite, il y a calcaire. Donc, il y a plusieurs minéraux. Donc, pourquoi cela? On a plusieurs cimenteries, comme on a plusieurs mines d'or. Pourquoi ça ne profite pas? L'État a des capitales au niveau des mines, que ce soit les petites mines ou bien les grandes mines. L'État a des capitales de 10% jusqu'à 20%, même si les 20% ne sont pas récupérés en plusieurs niveaux. C'est ça qu'on doit se poser comme question. Pourquoi l'État n'arrive pas à récupérer les 10% supplémentaires de ses actions auprès des miniers, alors que
Madame Maïmouna, on va aller tout doucement parce que ça, c'est vraiment très technique pour nous et je pense aussi pour les téléspectateurs. On veut déjà comprendre le secteur minier. Je pense qu'on l'a compris, ce que c'est avec les définitions et les approches que vous avez tout un chacun donné. Maintenant, les enjeux, on comprend que les enjeux sont énormes. Parce que moi, je suis allée fouiller et je me suis rendu compte que, pour les chiffres de 2020, l'or, on a une quantité de 1500 tonnes par an quand même. Et le district minier et la localité, c'est Bougouni, Kadiolo, Kangaba, Kai, Kenyeba, Kidal, Yanfoela, etc. La bauxite, je n'en revenais pas. 1,5 milliard de tonnes par an que le Mali produit. Et la zone de production, c'est essentiellement Kai, Koulikoro, le Mali ne produit pas, je rectifie. Ne produit pas. C'est des réserves. C'est des réserves. Moi-même, j'ai fait 4 ans. Mais comment c'est estimé? Comment se fait-il qu'on donne cette estimation alors? En fait, juste après l'indépendance, c'est-à-dire toutes les nationalités, en tout cas les pays entre guillemets développés, quoi, les Russes, les Français, les Japonais, on a déjà fait, je parle sous son couvert, on a déjà fait cette étude-là. Donc tous ces pays-là savaient que le Mali égorgeait d'énormes ressources minières. C'est ça d'abord. Bon, mais moi, ce que je voudrais qu'on fasse un peu, d'abord, c'était de comprendre l'évolution même du secteur. Parce que, d'accord, les enjeux, c'est les enjeux de développement, les enjeux de la protection de l'environnement, etc., etc. Les enjeux de la création d'emplois, nous sommes d'accord sur ça. Mais comment on peut comprendre l'exploitation minière? C'est d'abord la réglementation. C'est à travers les différents codes. Comment comprendre qu'au Mali, il y a plusieurs codes qui sont juxtaposés. Et les sociétés minières sont adossées à des différents codes en même temps. D'accord. Voilà. On va y arriver. Voilà. On va y arriver, mais c'est quand même bien la même chose. Tout à fait. Qui est en place, il y a un système défaillant qui est en place par rapport à l'État. Le code minier, il faut revoir le code minier. Par exemple, les 15 sociétés minières, les 15 usines qui sont en production dans le cas de l'or et qui contribuent au développement du Mali. Mais c'est au Mali, non? Pourquoi l'État n'exige pas aux sociétés? Est-ce que l'or est raffiné? Pourquoi l'État n'exige pas aux sociétés de raffiner l'air minéraux à partir du Mali? Parce que sachant que l'or ne sort pas seul, l'or sort avec plusieurs minéraux en même temps et qu'on ne sait pas à quelle quantité, à quel profit. Et même aussi au niveau de l'exploitation même, au niveau de l'usine, est-ce que l'État a des composantes pour... Donc il y a plusieurs baromètres à... Non, je ne pense pas. On doit voir tous ces plusieurs baromètres à revoir. On doit voir tous ces paramètres-là pour mieux coordonner, mieux structurer l'exploitation minière au Mali. Et surtout les taxes sur la gestion payées déjà. On veut voir plus de visibilité sur la gestion de ces taxes-là, sur la gestion des projets de société, les projets de développement communautaire qui sont déjà dégagés par les sociétés minières. On veut voir plus de traçabilité à chaque année. Pourquoi ne pas faire un bilan sur ces industries minières? Et déjà, il y a la journée minière et pétrolière. Il y a beaucoup de rapports qui sont distribués par les sociétés minières par rapport à leur apport. Mais déjà, les Maliens lambda ne sont pas au courant. Mais pourquoi ne pas informer les Maliens par rapport à la production de leur or? Comment c'est géré? Déjà, ce qu'on a. C'est ce que je me base sur ce qu'on a d'abord. Parce que j'ai entendu que sur le nouveau code, ils sont en train de proposer 35% de profit pour l'État. Mais je ne sais pas comment l'État, déjà, n'arrive pas à s'octroyer les 20%, va demander 35%. Je ne sais pas qui a donné des propositions comme ça. Une certaine flexibilité par rapport à l'investissement. Il faut faire la promotion du secteur et non le blocage, le contraire. Parce que si nous allons à 35%, je me dis, on aura quel investisseur? Sachant qu'il y a le Burkina, il y a la sous-région, quoi. Il y a la Guinée, il y a tout. Mais on peut recadrer déjà ce que nous avons. Il faut revoir le code, bien amender, paramètres. Si on avance, je vais renforcer le système. Il y a plusieurs paramètres
si on avance, je vais donner des D'accord, des on a très bien compris ici, par rapport à ce que vous venez d'avancer tout de suite, vous avez dit qu'à l'heure actuelle, par rapport au code minier, l'État touche 10 à 20%, et même là, il y a un manque de transparence. Je vais me tourner vers M. Diakité, par exemple, qui est le président de la coalition Publier ce que vous payez, qui a l'œil sur, évidemment, cette transparence. Madame Salamanta vient de nous dire qu'aujourd'hui, l'or ne brille pas pour les Maliens parce qu'il y a un manque de visibilité, manque de transparence, et tout est caché, de gestion en fait. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Non, il faut relativiser cette position. D'accord. Il faut relativiser cette position. En fait, c'est pourquoi j'avais commencé par parler du contexte même de l'élaboration des codes. On dit l'État, vous vous dégagez. Préparez-nous un environnement propice pour que nous puissions évoluer. Le code de 91, on a commencé par quoi? Le retrait de l'État propriétaire, opérateur. On l'a retiré. On a créé une convention type. On a créé également la clause de la stabilité fiscale. Qu'est-ce que cela veut dire? Si moi je suis opérateur, je suis adossé au code de 91, même s'il y a un changement dans la fiscalité, ça ne me touche pas. Donc il faudra essayer de voir ça. Maintenant, le code de 99, c'était la même chose. Et c'est en 2012 maintenant que la société civile, effectivement, a été invitée par rapport à l'élaboration de la code. Et c'est dans ce code-là, pour la première fois, on a parlé de plan de fermeture et de développement communautaire. Donc si nous essayons d'analyser, en fait, l'État même s'est lié les mains pour aller. Les codes là, c'était des codes attractifs. 91, 99, c'était des codes attractifs. Uniquement chercher les investisseurs. Quel est l'impact de cela? Bon, on ne l'a jamais calculé. En tout cas, on ne l'a jamais évalué. Et ce que madame est en train de dire, en fait, en 2006, le Mali a été à l'initiative. Aujourd'hui, les rapports ITUE situent effectivement les problèmes au niveau du secteur minier. Tout ce qui est produit, les gaps, tout est connu à travers le rapport ITUE. Réellement, il y a la transparence. L'État pouvait s'octroyer les 20% dans les grandes mines, comme ça a été défini dans le code minier, c'est-à-dire les 10% du sous-sol et les 10% sur le capital. Bon, sur le capital, l'État a des difficultés à récupérer ces capitals. Souvent, c'est les sociétés minières même qui essaient d'arranger l'État en leur donnant les 20%. Mais s'il y a des dividendes aussi dans le secteur minier avec les fiscalités, et l'État doit recevoir ces dividendes à la fin de chaque exploitation annuelle, pourquoi ne pas dire aux sociétés par convention, vous allez préfinancer notre capital et on va récupérer notre 20%. Et ces 20% sont destinés pour le développement de l'État. Et ces fonds sont gérés comment? Sont dispatchés comment? On ne le sait pas. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité sur la gestion de ces fonds. Il n'y a pas de traçabilité sur les fiscalités qui sont payées, qui sont énormes en exploitation. Par les sociétés minières? Par les sociétés minières. C'est plusieurs milliards par an. Donc, on a fait plusieurs forums dans ce cadre-là. J'ai lu beaucoup de rapports de litiers. Transparence. Non, c'est ça. Il y a une transparence. Non, le budget d'État, vous avez, en 2011, l'impôt d'État, la patente, on l'a transféré aux collectivités, pour les budgets de la collectivité. Et le législateur a surtout prévalu le fonctionnement. Parce qu'au moment de la décentralisation, il n'y avait pas ce boom minier-là. On pensait que les communes n'allaient pas pouvoir prendre les fonctionnaires. Donc, 70% des budgets étaient consacrés au fonctionnement. Mais malheureusement, il y a eu le boom après. Donc, ce qui a fait que des communes ont gagné souvent en moins de 400, 500 milliards et 500 millions par mois et par an. Mais il n'y a aucun investissement parce que tout simplement, les ressources étaient destinées et prioritairement au fonctionnement. Maintenant, et les patentes là ne représentent que 3% des recettes de l'État. Sur les 400 et quelques milliards, l'État, c'est-à-dire le budget des collectivités, n'égrange
qu'à peu près 3%, moins de 3%. Vous dites 3%, pourtant, Mme Maïmouna, vous avez annoncé à peu près... oui, il y a plusieurs taxes. Il est en non, train moi, de je parler. dis les patentes. Les patentes, ouais. Moi, je dis les patentes. Et pourquoi je ne parle pas de ressources issues de l'exploitation minière et destinées uniquement pour le développement? Quand une fois que ça tombe dans le budget d'État, c'est un fourre-tout. Prioritairement, c'est les salaires. Nous, au niveau de la coalition, nous sommes contre l'utilisation des ressources issues de l'exploitation minière pour le paiement des salaires parce que c'est des ressources épuisables. Notre position est tranchée par rapport à ça. Et c'est uniquement en 2019, sur notre insistance, qu'il y a eu un fonds pour le développement local. Et ce fonds, bien vrai que le code de 2019 a été promulgué, le décret d'application, mais jusqu'à présent, ce fonds n'est pas opérationnel. Et il devrait être alimenté par l'État et les sociétés minières. D'accord. Voilà. Okay. Je voulais intervenir par rapport à ce que M. Diakité il a dit, par rapport d'abord, quand il a dit qu'il y a la transparence dans la gestion des taxes. Ou bien vous affirmez le contraire. Je réaffirme le contraire. Pourquoi? Et je viens avec la transparence dans la gestion des taxes. La transparence dans la gestion des taxes. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Non, je dis, attention. Avec l'ITIE, parce que l'ITIE... Nous donnons... L'ITIE, c'est un organe... Nous donnons qu'est-ce que l'État a eu, qu'est-ce que l'État Il a parlé de l'ITIE. Mais l'utilisation, maintenant, ça, c'est autre chose. L'utilisation des ressources, je ne parle même pas de l'utilisation. Voilà. Je ne parle pas de l'utilisation. Voilà. Déjà, avec l'ITIE, qui est l'organe de régulation dans l'industrie extractive au Mali, les données qui sont données à l'ITIE, c'est des données qui sont officialisés, c'est des rapports donnés par les sociétés minières. Et ils ne sont pas là quand on raffine l'or, quand ils exportent l'or. OK? Donc, c'est des données qui sont disponibles auprès des sociétés minières. Qu'est-ce qui vous dit que ces données-là sont réelles? S'il y avait transparence, c'est pourquoi si vous suivez les actualités, quand la transition est venue, ils ont fait l'audit minier, c'est toujours en cours. Pourquoi il y a eu l'audit? Pourquoi il y a eu l'audit? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Il y a une mauvaise gestion, vraiment recrudescente dans le secteur minier. Donc, il faut revoir ça. Ça, c'est capital. Et puis, quand il parle de code minier, en 2019, on a revu, quand il a parlé des taxes, je pense qu'on a revu, on a uniformisé les taxes. Elles sont à combien aujourd'hui, actuellement, à peu près? Bon, il y a plusieurs taxes à payer. Il y a plusieurs taxes, comme j'ai dit. Il y a les taxes Alvaren, il y a les taxes au niveau de IACP. Il y a plus de 30% de bénéfices industriels également qui est dégagé par les sociétés minières par séquence. Donc, je pense que les comptables et les experts financiers sont mieux placés pour vous édifier dans ça. Je suis plutôt technique, ok? Mais je vous dis en gros ce qui se passe. Donc, ils sont autour de 30% sur le bénéfice. D'accord. Donc, peut-être qu'on ne se comprend pas. Je pense que... Non, là, attention, avec les codes actuels, l'or ne peut pas briller pour le Malien. C'est-à-dire, quand il parle de mauvaise gestion, non, je suis parfaitement d'accord. Je dis tout simplement, quand ça va dans le budget d'État, ce qui rentre dans le budget d'État, c'est connu. Comment ces ressources sont utilisées, ça, c'est autre chose. Donc, quand il parle de mauvaise gestion, dans ce cas, je suis parfaitement d'accord. Mais ne pas savoir, on peut, avec le code actuel, quand madame a parlé de non-raffinage, là, ça, c'est notre combat. Et ça va même revenir au niveau de lithium. Le minerai stratégique, nous l'avons toujours dit. Pourquoi l'or sort non raffiné? Pourquoi je vous ai encore tout de suite rappelé de l'orpaillage traditionnel? Tout simplement parce que le rôle que ça joue, que ça peut jouer. Imaginez un peu, depuis plus de 7 ans, on parle que de 6 tonnes pour l'orpaillage traditionnel. C'est vrai. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. D'accord, donc ça veut dire voilà, que donc on se comprend, mais seulement c'est la manière. C'est la manière, voilà. Je n'en disconviens pas, M. Diakité. Voilà. Je suis d'accord. J'ai dit que le code n'est pas bien consistant. J'ai dit ça. J'ai dit qu'il faut revoir le code. J'ai très bien dit ça. Mais cela n'a rien à voir avec la transparence dans le secteur minier. Ce que vous dites là, nous, depuis 2016, nous avons commandité une étude, analyse comparative des contrats. Vous savez, c'est le bureau d'études qui l'a fait. Et le professeur Kadari, Moussa Diré
Ils sont tous connus. L'actuel ministre des Mines, c'est ce bureau-là qui a fait. Mais ce bureau a fait 4 recommandations fortes et qui restent d'actualité. On a dit d'abord la relecture des contrats. C'est-à-dire qu'il y a les conventions types, ça veut dire que les contrats, avec ces contrats-là, l'or ne peut pas briller pour le Mali. On a demandé, c'était en 2016, donc la relecture du code, l'augmentation de la part de l'État et des privés maliens dans les capitaux. Et enfin, mettre en place un mécanisme de contrôle. Donc pour vous dire que tous ces problèmes-là sont connus, mais maintenant c'est la volonté politique maintenant qui est là. C'est pourquoi nous nous étonnons. Nous avons soutenu l'audit des 15 sociétés minières là, bien vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, et nous sommes en train également de soutenir le nouveau code en gestation. D'accord. Et vous pensez que le nouveau code qui est en gestation doit être à des failles? Vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je n'ai pas accès au contenu du nouveau code. Je ne sais pas trop. J'ai entendu seulement que l'État réclame 35% des parts au niveau du capital. Ça, c'est le code qui va être élaboré. Mais l'actuel code, alors, est-ce que... C'était 20, les 20 et 10, comme j'ai dit, non, les 10 et 20%. Quand vous dites l'actuel code, là, oui, c'est comme si toutes les sociétés étaient adossées à ce code-là. Ah. C'est ça la particularité du Mali. C'est ça la particularité du Mali. Il y avait des failles, oui. Et code de 91, il y a des sociétés qui sont adossées à ça. Code de 99, il y a des sociétés qui sont adossées à ça. Code de 2012, il y a des sociétés qui sont adossées à ça. Code de 2019, il y a une ou deux sociétés qui sont adossées à ça. Donc quand vous parlez de code en cours là, code de 2019 également. Voilà. Mais comment se fait-il? Moi j'ai envie de vous poser cette question-là parce que c'est clair. Comment se fait-il qu'on ne arrive pas à adapter, uniformiser évidemment, adapter avec le dernier code en vigueur? C'est pourquoi on est en train de revoir aujourd'hui le code. On avait dit 6 mois, mais malheureusement, quand l'État est faible, tout est possible. Oui. Sinon, le code de 2019 là, devrait être valable pour tout le monde. Mais malheureusement, avec la faiblesse de l'État, rien ne s'est passé. Il y avait des failles, quoi. Donc, c'est maintenant, je pense qu'ils vont améliorer ces lacunes-là et on va repartir sur de nouvelles bases. Et ici, qui est sûr, comme j'ai dit, déjà ce qu'on a comme capital, il faut bien gérer ça d'abord. La gestion de ces capitales-là, pour revoir encore en hausse, s'il le faut, il faut échanger avec les partenaires techniques, s'ils sont d'accord, si c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas prendre des décisions unilatérales aussi, sans inclure les partenaires techniques et financiers. D'accord. Aujourd'hui, madame, vous êtes vraiment dans le secteur minier. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui ne fonctionne pas bien entre vous et l'État? Bon, comme j'ai dit, le code. Le problème se pose au niveau du code. Il y a le code, il y a des problèmes au niveau du code. Il y a des problèmes procéduraux également. Tels que? Procédural, par exemple, moi, je suis en difficulté aujourd'hui à cause de l'audit minier. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une évaluation de notre réserve. Les documents sont déjà validés au niveau de la Direction nationale de la géologie et des mines. Ça devait être transféré au niveau du ministère pour la signature de l'autorisation d'exploitation. Ça fait 1 année à cause de l'audit minier. Tout est bloqué. On dit qu'on ne donne pas l'autorisation d'exploitation, on ne donne pas l'autorisation d'exploration. Alors que notre dossier était déjà en cours. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des blocages partout souvent. Si tu as besoin de documents, souvent, dans le circuit au niveau de la DNG, tu peux faire 6 mois à courir. Parce qu'il faut aller à chaque chaîne, il faut aller là-bas, là-bas, là-bas. Il faut essayer maintenant de digitaliser les choses. Je pense que le monde a évolué. Il faut essayer de mettre les guichets uniques comme la création des trucs. Moi, j'étais au symposium de la Guinée-Conakry, par exemple. Il y a des guichets uniques là-bas. Si tu veux avoir, si tu fais une demande de permis, il y a le guichet unique. Donc, le document est traité quoi? Oui, la documentation, accessibilité des informations et beaucoup d'autres choses. D'accord. Il y a tout ça là. Et aussi, comment on appelle, la désinformation comment on appelle, de la population. La désinformation de la population. Quelle population? Les populations rurales. Par exemple, là où nous partons pour faire la recherche minière et l'exploitation. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le code. Alors que c'est des terres qu'ils ont habitées depuis leur ancêtre.
Donc, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc, il faut informer ces gens-là, comment ils doivent se comporter, comment collaborer avec les sociétés, comment mettre en avant un projet minier. C'est très important. D'accord. Vous venez de souligner tout de suite, M. Diakité, les exploitants industriels, ceux qui sont industrialisés, il y a à peu près 15 à ce que j'ai compris. Ceux qui sont de manière artisanale. Je voulais ajouter. Voilà. Pour compléter. Est-ce qu'on arrive à les chiffrer? Pour compléter ce qu'il a dit, le secteur d'orpaillage, c'est un facteur, c'est une problématique dans le secteur minier aujourd'hui. J'ai plusieurs fois dénoncé l'orpaillage artisanal. Oui, artisanal, oui. Parce que c'est mal géré, c'est mal restructuré. Et avec l'état actuel de notre pays, ça peut être vraiment des menaces pour le Mali dans le futur. Parce que l'or qui est exploité artisanalement n'est pas connu. Et les personnes qui l'exploitent ne sont pas identifiées. Alors qu'au niveau du code, là, on avait adopté des lois d'octroyer des permis miniers aux villageois par groupement. Les gens qui ont des groupements, par exemple les orpailleurs là, qui sont organisés, qui ont des groupements, qui veulent faire l'exploitation minière, ils font une demande de couloir d'orpaillage. Et ces couloirs-là sont autorisés. Et ça, c'est légal. C'était pour réformer le secteur minier, mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité parce qu'ils ne vont pas vous demander le couloir. Il y a d'autres qui ne sont même pas au courant de ça. Donc, ils sont en train vraiment de pratiquer anarchiquement la terre, ils sont en train de détruire l'écosystème avec des produits chimiques. Donc, il y a vraiment une menace écologique qui se passe. Alors, on va essayer de poser ça. Aujourd'hui, l'exploitation minière, on sait bien les avantages, les gains que l'État peut évidemment tirer de cette activité-là. Les inconvénients aujourd'hui, quels sont les inconvénients? Pour que le citoyen puisse savoir, que les exploitants aussi puissent savoir. Bon, quels sont les inconvénients? Bon, en fait, d'abord, c'est un secteur qui crée peu d'emplois, 0,8%. C'est un secteur qui crée peu d'emplois et également qui endommage tout l'écosystème. Au niveau des villages, ça détruit nos mers. Et également, ça mène la cherté au niveau du tout. Donc, le changement même de nos us coutumes. Donc, avec tout ça, il va falloir mettre sur place un mécanisme pour prendre tout ça en charge. Mais malheureusement, il n'y a pas un système pour prendre ces impacts négatifs de l'exploitation. L'État est interpellé ou pas? L'État est interpellé. Nous avons dit, par exemple, comme proposition concrète, la création d'abord d'une direction générale dédiée à l'orpaillage traditionnel. Parce que c'est un secteur qui doit être encadré, non pas suspendu. Également, nous avons demandé d'enlever l'activité semi-mécanisée. Orpaillage traditionnel, petite mine, grande mine, on continue. Mais les semi-mécanisés là, détruisent plus. Et également, il n'y a pas de contrôle à ce niveau également. Voilà. Donc ça, ce sont les impacts réellement qui devraient être pris en charge. D'accord. Madame Maïmouna, vous qui êtes... Moi, je dirais plutôt d'abord, je vais parler des avantages. Parce qu'on n'avait pas cité. Si, on en a parlé déjà. Hein. Bon, madame, lors de la discussion, mais allez-y. Allez-y. Je vais être brève. C'est-à-dire, par rapport aux avantages de l'exploitation minière dans le cas du Mali, il y a la création d'emplois, contrairement à ce que M. Diakité est en train de dire, que c'est négligeable. Très peu. Oui. Alors qu'une usine qui porte 4000 têtes d'employés, je ne pense pas que ça, c'est négligeable. Une usine qui peut créer 14 000 emplois, je ne pense pas que ça, c'est négligeable. Ça dépend quel type de projet, comme il a touché tout de suite. Et puis, il y a la construction des écoles, des maternités, il y a l'amélioration de l'éducation au niveau local, régional. Et puis, encore, il y a l'accès à l'eau potable qui est souvent très difficile dans ces lieux-là. Et je dirais aussi, s'il faut voir, parce qu'il y a des quotas, il y a des quotas qui sont aussi dans la convention avec l'État. S'ils veulent revoir ces quotas-là, voir les nationaux,
toujours un peu encore en pourcentage élevé, ils peuvent le faire sans problème. Mais si on dit que ça ne crée pas beaucoup d'emplois, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, les désavantages de l'exploitation. Il y a la destruction de l'écosystème, il y a la pollution. Parce que si ce n'est pas contrôlé, tout ça là, parce que ce n'est pas contrôlé, alors que c'est bien édifié, parce qu'on fait des études impact environnemental avant l'exploitation et qui sont validées par les environnementalistes, mais malheureusement qui ne sont pas appliquées. C'est ce qui pose problème. Mais quand c'est pas appliqué, et qui ne sont pas publiés non quand plus. c'est pas appliqué, c'est comme si c'est pas fait. Voilà, bon, comme si ça n'existe pas du tout. La défaillance du système. Donc il faut revoir tous ces paramètres-là. C'est le bout qu'on doit pouvoir avoir, Madame Maïmouna. Oui. Une chose, même s'il y a des règles et tout, si ce n'est pas appliqué, c'est comme si rien n'est absolument fait. Oui, parce qu'il y a des rapports. Les miniers donnent des rapports environnementaux aussi à chaque exploitation. Les données sont données. Mais est-ce que c'est réel? Ça dépend aussi quelles ressources humaines contrôlent le système. Moi, je ne suis pas là pour contrôler. C'est quelqu'un qui va là-bas, qui dit que tout va bien, alors que ça ne va pas. Donc, il y a ce problème-là. Mais s'il parle aussi que les semi-mécanisés sont en train de détruire l'écosystème, le système environnemental, bon, je ne suis pas encore d'accord. Parce que le semi-mécanisé, c'est quoi? Le semi-mécanisé, c'est pour promouvoir l'investissement des opérateurs maliens dans le secteur minier. Parce que les opérateurs maliens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, avec des petits projets, comme 100 millions, si vous avez 100 millions tout de suite, vous pouvez accéder au secteur minier par semi-mécanisé. Mais s'il faut que vous partez directement dans la petite mine, vous n'avez pas moins de 1,2 million d'investissement. Le minimum, d'abord pour l'exploration, une bonne exploration, une bonne évaluation, sans l'usine. Donc, il faut tourner autour de 5 milliards de francs CFA pour une petite mine bien organisée, bien restructurée. Mais pourquoi ça devient impactant pour l'environnement? Parce que toujours, il n'y a pas un système de recadrage. Ils ont l'autorisation d'exploitation de semi-mécanisés, mais ils n'appliquent pas. C'est-à-dire, et les gens qui font contrôle ferment les yeux sur ça. Et la manière dont semi-mécanisés détruisent l'écosystème, il y a l'orpaillage sauvage qui est en train de détruire. Et ils font des galeries à des milliers de mètres sous sol. Il faut voir le cas de Kéniéba. Kéniéba, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Alors justement, pour rester dans le cas de Kéniéba, comme vous me tendez la perche, je vais la tenir évidemment. Merci. Le cas de Kéniéba, pour nous qui sommes dans les médias, on a vu les gens décrier qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Voilà. Pourtant, vous venez de nous dire qu'on a des avantages, on a des routes, on a des écoles, on a tout ça. Mais sur combien de mines, sur la quinzaine de mines, combien en ont fait? Non, je vais vous répondre tout de suite par rapport à cette question. Rien. Hein? Sur les 15, on a rien. Parce que tout simplement, madame, continuez d'abord, après je vais peut-être... Je vais vous dire une chose. Les miniers font souvent ce qui sont vraiment indiqués. Mais si les répondants au niveau de l'État ne sont pas de ce genre de politique, je pense qu'on va rester toujours comme ça, hein, parce que les fiscalités sont toujours payées et les plans de développement communautaire sont toujours suivis. Si ce n'est pas appliqué, c'est suivi. Parce que si vous faites un plan de développement communautaire, tu dois appliquer à la lettre. Sinon, c'est ça qui empêche, mais tu vas faire à 70%, 60%, oui, tu mentionnes ça dans le rapport. Si c'est pour les infrastructures, c'est ce que je vous ai dit. Il faut juste approcher les miniers qui sont autour de Caille. Je vous dirais de les approcher. La route de Caille, quel historique? Est-ce que ça a été financé ou pas par les mines? À vous de nous dire, parce que vous êtes dans le secteur. Oui. Ils ont financé? Ben, je pense qu'ils payent leurs taxes normalement. Mais même s'il faut faire des prêts ou bien des préfinancements auprès d'eux ou bien auprès de la banque, je pense que s'il y a une volonté politique pour la route, ça peut se faire. Nous sommes toujours ouverts. C'est-à-dire les sociétés minières sont ouvertes. C'est-à-dire par rapport à l'approche de l'État, par rapport à un partenariat gagnant-gagnant, nous sommes toujours ouverts. Ce n'est pas un problème. Alors, Madame Maïmouna, je comprends bien votre posture par rapport à ça. Un coup,
vous faites des choses et c'est l'État derrière qui n'applique pas, ça j'ai très bien compris. C'est une faille du système, évidemment. Mais aussi, ce qu'on peut reprocher aux miniers, et je pense que publier ce que vous payez pourra renforcer ce que je vais dire, c'est qu'on peut les reprocher, c'est que pourquoi ils n'interpellent pas aussi, ils ont aussi ce droit de pouvoir interpeller pour dire oui, aujourd'hui, on nous accuse de tout, on ne fait pas des routes, on ne fait pas d'école, pourtant nous payons nos taxes normalement. Donc, en interpellant, ça fera en sorte qu'il y aura peut-être une pression sociale, une veille citoyenne pour que les choses rentrent. Je veux dire une chose. Le secteur minier, c'est un secteur sensible qui n'aime pas trop de paroles. Nous sommes plutôt techniques et financiers. C'est l'investissement. Et l'investissement n'a pas besoin de beaucoup de mais ça doit être vu quand même. Oui, bien sûr, c'est pour la traçabilité. Mais il y a plusieurs mines. On ne peut pas créer une usine extractive sans route. Ce n'est même pas possible. Parce que comment vous allez transférer, transporter même les employés et le minerai et vos besoins? Ce n'est pas possible. Même moi qui étais en exploration, j'ai gratté une route de 35 km de Niena jusqu'à sur le site. Une route non bitumée ou bitumée? Non bitumée. Et puis, il n'y avait même pas accès. Hein. Il faut défricher les arbres. Il n'y a pas de route. Donc, maintenant, avant même l'installation de l'usine. Et à l'installation de l'usine, c'est prévu de faire une route goudronnée. Parce que si on ne fait pas goudronner, on est obligé de mettre les routes semi-modernes en bitumage, non bitumé plutôt, mais latéritique bien compactée, pour que l'accès soit facile pour tout le monde. Ça, c'est des avantages que les autochtones ont accès. Et aussi, on contribue beaucoup à l'épanouissement des femmes et des jeunes de la localité parce que ça crée de l'emploi pour les hommes qui sont là-bas. Et les femmes, il y a les micro-projets qui sont financés par les mines. Et nous, on vise toujours pour l'autonomisation des femmes. Mais il y a souvent aussi un problème de compétences qui se pose. Parce qu'il faut créer une école professionnelle dans ce sens. Parce que c'est des gens qui sont là-bas, généralement ceux qui sont impactés, c'est des gens qui ne sont pas toujours instruits. C'est des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est des main-d'œuvre, quoi. Donc, on fait juste la formation des main-d'œuvre qualifiées. D'accord. Des main-d'œuvre qualifiées là-bas. D'accord. Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous avez à rajouter? C'est sur la base de tous ces constats que nous avons dit qu'il n'y a pas de ressources destinées au développement. Quand je parle de développement, il s'agit des services sociaux de base. Dans ces lieux-là, l'accès à l'eau, c'est difficile. À la santé, c'est difficile. À l'éducation. Tout ce que les sociétés minières font, c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc je dis, tant qu'il y a ces codes-là, ça ne pourra pas marcher. Bon, ça c'est un. Nous avons dit, OK, ça ne va pas. Donc créons maintenant un fonds destiné pour le développement. Et ce fonds ne sera pas utilisé pour les perdièmes ni les salaires. Et toutes les collectivités vont en bénéficier. Et il y aura une petite discrétion, discrimination positive par rapport aux zones impactées. Sinon, sans cela, ça ne pourra pas marcher. Bon, en fait, au niveau de la fiscalité, là, un pays ne peut jamais se développer à partir de la fiscalité minière, non. C'est pourquoi nous avons encore parlé du contenu local. Les sociétés minières, là, font des achats de plus de 300 à 400 milliards par an. Mais généralement, c'est des achats qui viennent ailleurs. Donc, il faut préparer les opérateurs maliens pour pouvoir accéder à ces achats-là. Imaginez un peu, 300 milliards, 600 milliards déjà étaient injectés dans le pays. Oui, ça allait marcher. Je ne dis pas que les sociétés minières sont toujours en faute. Si, mais l'État, c'est pourquoi nous soutenons en tout cas les actes posés par cette transition-là, précisément par le ministre en charge des Finances. Parce que c'est lui qui a d'abord eu le courage d'auditer, de lancer cette mission d'audit-là de 15 sociétés. Et les recommandations là, les recommandations sont d'actualité. Les recommandations sont d'actualité. Les 15 sociétés qui sont auditées, l'audit est totalement terminé ou pas encore? Non, c'est en cours. C'est en cours. Parce que nous comme on n'est pas informés à temps réel. Laissez M. Diakité terminer par là, puis on va vous revenir. Il y a un problème au niveau de cette audit-là. Parce qu'il y a une mission, c'est-à-dire il y a une pression terrible. On a audité les 15 sociétés minières.
Et au président de la République, on a remis un rapport provisoire le 23 mars. Si j'ai bonne souvenance, le 23 mars, le 24, je crois. 2023. 2023. D'accord. Moi, je dis, nous avons dit au niveau de la coalition, avec la puissance publique là, moi, en tant que président de la République, j'avais refusé un rapport provisoire. 2 mois après, nous avons fait un point de presse demandant force la publication du rapport final de cet audit-là. Bon, malheureusement, comme j'étais, pour des raisons religieuses, j'étais en dehors du pays, donc nous n'avons pas très bien suivi, mais la chaîne nationale n'a pas pu dire exactement ce que nous avons dit au cours de notre point de presse. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est l'occasion peut-être? C'est l'occasion. Nous avons dit tout simplement, j'ai encore le document pour dire juste ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'était d'abord que la coalition fonde beaucoup d'espoir sur les résultats de ce rapport d'audit. Nous avons le montant du chiffre d'affaires, le nombre de sociétés ayant versé des dividendes à l'État. Elle en a parlé. Parce que tout ça là, le rapport ne sait pas tout ça. Et nous avons demandé encore, au regard des informations obtenues, la publication systématique du rapport final de l'audit des mines en exploitation sur tous les sites du gouvernement et du litué et son accès libre. Et également la publication du plan de mise en œuvre de la recommandation issue de la mission d'audit et l'implication effective des organisations de la société civile. Parce que déjà, le gouvernement a élaboré un plan. Et en plus de cela, nous avons demandé au gouvernement la communique des notices sur le contrat de la mine de Golamina. Résumer tout ça, ça veut dire quoi? Voilà. Résumer tout ça, ça veut dire qu'il faut publier les sites. Il faut également mettre en œuvre les recommandations issues, parce que les issues de cette mission. Et il faudra impliquer la société civile par rapport à ça. Et mener une autre étude sur le contrat de lithium. Voilà ce que nous avons dit. Mais malheureusement, la télévision nationale n'a pas pu véhiculer ce message-là. Voilà. D'accord. Madame, je viens à vous, vous devriez parler. Bien sûr. Alors, donc, je voulais intervenir par rapport à ce que M. Diakité a dit, par rapport aux sociétés minières, que dans ces zones-là, les gens n'ont pas accès à l'eau ni à la maternité. Mais je vais dire à M. Diakité, et à tous les Maliens qui comprennent que la mine, quand on parle de mine, on parle de ressources. Et ces ressources-là sont limitées, c'est calculé et c'est réparti. Ce n'est pas une vache laitière. Parce qu'une personne qui vient investir des milliards dans le sous-sol, doit attendre à quelque chose, parce qu'on vend pour bénéficier de quelque chose. Mais si on n'a pas de bénéfice aussi, il faut imaginer. Moi, je suis malienne, je me mets d'abord dans ma peau de malienne, pas comme opératrice, ok? Je parle franchement de ce qui se passe. Parce que moi, je suis en train de débrouiller comme opératrice dans une première, mais je me dis, si on est un peu réaliste par rapport à la réalité des choses, il y a trop de difficultés dans le secteur minier qu'on n'en parle pas, dans l'investissement minier. D'accord. Maintenant, je voulais aussi intervenir quand il a parlé que le développement ne peut pas se limiter sur les taxes, les fiscs. Les fiscs, là, si on néglige, ce n'est pas du tout négligeable. Le développement peut se passer par les fiscs au niveau du secteur minier, c'est énorme. C'est des milliards, on ne peut pas négliger. Ça peut servir à beaucoup de choses dans notre société, dans notre pauvre Mali, dans notre pauvre pays. Mais on dit qu'on est pauvre, on n'est pas du tout pauvre. C'est ce que j'allais dire même à l'introduction. Il y a un auteur, Seydou Badian, il a toujours dit que l'Afrique est très riche. L'Afrique, c'est comme un mendiant assis sur un sac d'or. Ça, c'est le cas particulier du Mali. Oui, mais les ressources si on ne sait pas ouvrir le sac d'or. Voilà, c'est ça le problématique. Madame, c'est ça le problématique. Il faudrait qu'elle comprenne un peu quand je parle de fiscalité minière là. Oui. Parce que ça tombe dans le budget d'État. Une fois que c'est tombé dans le budget d'État là, il y a plusieurs choses à faire. Alors que moi je voudrais. Ça c'est un choix politique. Mais justement, c'est pourquoi j'ai choisi également la création de ce fonds là. Okay. C'est pourquoi j'ai choisi la création de ce fonds minier de développement local. Okay.
Parce que je sais que c'est des ressources épuisables. Sinon, il y a des sociétés. Je vous comprends bien. Il y a Laissez-le terminer. Voilà. Il y a Morila qui a fait un projet type en débloquant à chaque à leur localité 250 000, je pense 250 000 $ par an comme fonds de développement local. Et la gestion, c'est comment là-bas? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la responsabilité sociétale des entreprises. Mais moi, je suis malien. Je parle de mon État, de mon gouvernement. Comment vous êtes en train d'utiliser les ressources issues de l'exploitation minière? Voilà ma question. Et vous êtes en train de prendre un micro. Moi, je suis en train de parler en macro. Moi, je ne parle pas seulement de Sadiola. Parce que vous avez parlé local. Moi, quand je dis développement local, quand je dis développement local, ça veut dire toutes les collectivités du Mali. Bon, il faut préciser. Oui, si, ça veut dire c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Si le développement local, uniquement les ressources doivent être utilisées dans ça. Ok. Alors, pas les salaires. Je précise encore, pas les salaires. Parce que tous les exemples qu'il est en train de dire, souvent, il y a un problème sur la gestion. Qui va gérer? Et c'est gérer comment? Il faut avoir une transparence Le problème c'est quoi? Il faut avoir la transparence sur la gestion des revenus du secteur minier. C'est très très important. Le problème se pose là-bas. On a beau faire des budgets, mais s'il n'y a pas de transparence, on n'a rien fait. On a connu le problème, on sait où est le mal. Mais le mal est là. Tout le mal est là. C'est justement comment gérer dans un premier temps et dans un second temps la transparence de cette gestion en gros. Mais aujourd'hui aussi, Madame Salamanta, excusez-moi, vous êtes exploitante minière en futur ou devenir malienne. Mais il y a aussi des exploitants non maliens qui rentrent dans ce schéma-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre en place une vraie politique pour laquelle le secteur soit vraiment assaini? On va aller dans cette phase-là, on va évoluer dans notre entretien. Et moi, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, quelle est la politique à mettre en place pour préconiser pour avoir un réel impact sur l'économie malienne? Vraiment, l'exploitation minière au Mali aujourd'hui, pour que ce soit le bonheur des Maliens. Parce que c'est quand même le premier ou le deuxième secteur qui fournit le pays. Soit c'est avant le coton ou soit c'est après le coton. Et en Afrique, c'est le troisième pays exploitant et exportateur. Donc, comment se fait-il que jusque-là... Il dévance le coton. Il dévance le coton. Donc, jusque-là, le pays doit fleurir des buildings. Aujourd'hui, chaque Malien doit pouvoir toucher quand même un revenu même par rapport à ça, comme l'Arabie Saoudite fait pour le pétrole là-bas, tout simplement. On peut rêver, on peut espérer à ça. Alors, moi, je vous demande aujourd'hui quelle politique vraiment l'État doit mettre en place, qui doit être appliquée réellement pour ce secteur, s'il vous plaît. Bon. Je vais commencer par Diakité. Déjà, c'est là. Le code en gestation là et le contenu local. En plus de cela, il faut mettre un plan de prise en charge des impacts environnementaux négatifs. Déjà, le code là, nous le soutenons. Bien vrai que madame n'est pas tout à fait d'accord avec nous, mais ce code là, plus le contenu local, sincèrement, l'or pourra briller. En tout cas, les ressources minières pourraient profiter au Mali. D'accord. Et cela, on pourra ajouter uniformiser aussi ce code. Non, ce code, il sera uniformisé. Il sera uniformisé. Voilà. Bon. D'accord. Bon, je reviens sur ce que M. Diakité a dit. Oui. Et je ne suis pas d'accord par rapport au code. Non, mais vous avez le droit de ne pas... Non, je n'ai jamais dit que je ne suis pas d'accord parce que je ne connais même pas le contenu. J'ai dit que j'ai entendu qu'ils ont dit que le Mali veut avoir les 35% de l'exploitation dans le capital. J'ai dit que ce n'est pas faisable. C'est ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas dit que... c'est moi qui ai dit qu'il y a des lacunes dans le code. Il faut uniformiser, comme on a dit. Mais quelle solution politique maintenant pour une gestion efficace? Tout à fait. Et maintenant, ce que je vais donner comme solution, ce que je vois comme solution. Tout à fait. D'abord, il faut consolider le code par rapport à tout ce qu'on a cité. Par exemple, le système de raffinage et mettre en place aussi le contenu, comme il a dit, le contenu local, que l'exploitation profite aux locaux.
Donc, que ce soit les sous-traitants ou bien des employés, qu'on revoie leurs conditions. Et puis, je dirais aussi, pourquoi ne pas créer une banque, une bourse des métaux au Mali pour plus de traçabilité. Une bourse de métaux, vous pouvez développer ça, s'il vous plaît? Une bourse de métaux consiste seulement, c'est un grand marché ouvert mondial. D'accord. Comme bourse de Londres là, mais localement. Donc, même la sous-région peut accéder à ce marché, à notre marché, et puis vendre leur or ou bien présenter leur or. Ça peut aussi regrouper même la production journalière, la production journalière et mensuelle, annuelle. Donc, ça regroupe tout ce qui se passe comme activité, même l'or paillage. En ce moment, l'or ne peut pas sortir comme ça du Mali. L'or passe par le marché, la bourse, par la bourse. Tout est bien notifié avec les taxes qu'il faut. Je pense qu'avec ce système d'ingénierie, ça peut marcher au Mali parce qu'on a beaucoup de ressources. Et je ne dirais pas seulement pour l'or. Il y a même les pierres précieuses qui sortent. On n'a même pas de visibilité, traçabilité. Et ces pierres-là sont souvent, c'est énorme comme valeur. Et l'État ne bénéficie pas. Et les secteurs d'orpaillage qui n'est pas restructuré, on ne sait même pas combien d'or sort, comme il a dit, les 6 tonnes qu'on est en train de dire, on sait que c'est plus que ça depuis longtemps. Mais pourquoi on n'arrive pas à recadrer, à avoir clair et à former ces gens-là, et à bien les restructurer dans leur cadre? Et moi, je dirais aussi qu'il faut prendre une politique de fonds de gestion du secteur minier. Un fonds, parce que déjà, on a créé une société nationale de recherche au nom du Mali. Maintenant, cette société peut bien gérer le fonds de développement du secteur minier et associé à une agence de promotion du secteur. Il ne faut pas qu'on essaye seulement de mettre pression sur les investisseurs. Il y a ceci, ils ont tout volé, ils ont fait ça. Mais j'aimerais qu'on les attire aussi, qu'on les attire à venir encore au Mali, qu'on est ouvert pour un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Ouais. Mais ce moment-là est déjà passé, parce que c'était avec l'or. Ce que nous avons maintenant, là, tout le monde a besoin de nous. Il n'y a pas question d'attirer les investisseurs. Vous renvoyez X aujourd'hui, Y va venir, parce que tout le monde a besoin de nous. Attention. Donc, ça c'est clair. On ne peut même pas tergiverser sur ça. Le lithium, on l'a, et je salue encore une fois de plus l'attitude du ministre de l'économie et des finances qui a interdit l'exportation et du brut là. Il l'a fait il y a moins d'un mois. Nous le saluons et nous le soutenons ouvertement par rapport à ce acte patriotique. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'on a quand même pu entrevoir un petit peu tout ça, même si c'est un secteur encore très complexe. Complexe, ça c'était avec l'or. On ne va jamais reprendre les mêmes erreurs avec le lithium. C'est clair, avec les autres minéraux, non, c'est fini déjà. C'est fini. Vous pensez que les autres minéraux sont aussi bien cadrés, bien balisés? On a même dit. On a même dit dans ce corps-là. Parce que le lithium qu'on a découvert à Gouloumina, par exemple, ça c'est le temps de production seulement, ça tourne autour de 23 à 30 ans de durée de vie de l'usine. Ça impacte beaucoup sur le PIB. Ça va employer combien d'emplois et combien de sous-traitance. Mais ce que je vais ajouter, il faut surtout fixer des enjeux énormes et à long terme de ce produit. Parce que c'est un produit qui rentre dans beaucoup de fabrications, que ce soit électrique, les téléphones, les batteries. Bon, qu'on ait ces produits finis au niveau national et à l'export, pourquoi pas. Donc, de bien négocier quand même l'exploitation du lithium au Mali. D'accord. Oui. Et vous pensez que les politiques vont aller vraiment dans ce sens? Parce que je vous sens assez très confiant. Hein, non, c'est sûr. Parce que dans le temps, vous voyez, c'est une évolution, quoi. Dans le temps, le code là, c'était uniquement réservé à l'inspiration. J'ai l'impression que M. Diakité est dans le secret des dieux que nous autres... C'était uniquement réservé à l'inspiration. Et peu à peu... Mais on reste assez optimiste. Optimiste, c'est clair. Mais imaginez un peu, c'est-à-dire il y a quelques années de cela, on ne pouvait pas imaginer qu'un ministre de l'économie et des finances allait pouvoir lancer cette mission-là. Ça, c'était clair. Un ministre des Finances dire sur les antennes nationales qu'ailleurs, le taux est à 1%, alors qu'au Mali, c'est à 0,25%.
voyez, c'est des propositions que nous avons faites depuis. Et c'était dans les tiroirs. Il faut saluer réellement quand quelqu'un pose un acte positif. Il faut le dire ouvertement. Tout à fait. Ce n'est pas parce que j'ai des relations avec lui, non. Mais c'est des actes qu'il a posés. Et le jour également, s'il pose, il posera, peut-être, je suis sûr qu'on va, voilà, il ne pourra pas poser d'actes à l'encontre de ces actes positifs-là. Vous voyez, elle-même, elle est d'accord. Vous voyez, du Burkina, au niveau de l'Afrique, on m'appelle, M. Tchekité, il paraît que votre ministre de l'économie et des finances là, a interdit ça. Est-ce que c'est vrai? Et c'est sur le site de l'opérateur. J'ai dit oui. C'était des revendications, c'est-à-dire un combat de la société civile que le ministre actuel a eu réellement à poser, quoi. Effectivement, on pourra saluer une démarche assez positive pendant cette période de transition. On a même demandé. Voilà. Dans les cas de lithium. D'accord. Alors, heureusement, elle est d'accord avec moi pour le cas de lithium. Si je suis d'accord. Non, elle est d'accord avec moi. Mais elle est sur mesure, quoi. Non, pas sur mesure, madame. Un peu de raison. D'accord. Parce que le lithium, il faut comprendre que c'est un minerai qui grimpe et qui descend. Oui. Il y a des cours, quoi. Vous êtes violent. Il y a des cours. Tout à fait. Donc, il ne faut pas seulement se galvaniser que non, maintenant, c'est élevé. Et maintenant, et si ça descend, bon. L'espoir est là parce ça ne pourrait pas descendre. Sait qu'avec vu son utilisation, c'est un minerai stratégique. Oui, exactement. C'est un minerai stratégique. Voilà, c'est un minerai stratégique. C'est lié à et aujourd'hui, tout le monde veut des éléments moins polluants. D'accord. Mais alors, chers invités, voilà, nous arrivons au terme de notre réflexion du jour. On en a donné pas mal. Je suis sûre que vous reviendrez pour nous dire que le code minier est enfin validé et comment les démarches vont aller de plus belle. Voilà. Donc, ça ira. On est en train de prendre du... Monsieur Diakité, votre dernier mot. Juste en une seconde, pas plus. Une seconde. En tout cas, les ressources minières vont profiter aux Maliens. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça, j'en ai la ferme conviction. Et également, je ne rentrerai pas dans le jeu de calcul. Tout le monde aura besoin du Mali, ou bien tout le monde a besoin du Mali. Donc, nous allons partir en position de force par rapport aux futures négociations. Ok, merci beaucoup. Madame Maïmouna Salamanta, votre mot de la fin. Ok, je remercie le plateau de Mandé TV de m'avoir honoré de discuter sur un secteur qui est sensible, que je suis passionnée également, mon secteur, le secteur minier. Je me dis que je lance un message aux autorités. Il faut qu'on se donne la main. Ensemble, on peut vraiment lever les défis énormes qui se posent dans le secteur minier. Moi, je suis scientifique, je n'affirme pas les choses comme ça, en disant que ça va profiter aux Maliens. Mais ensemble, si on se donne la main, on peut relever les défis dans le futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Téléspectateurs de Mandé TV, pour pousser la réflexion, poser cette réflexion aujourd'hui, je pense que tout a été là. Vous avez pu voir vous-même. Notre premier invité est M. Abdoul Wahab Diakité, président de la coalition malienne Publiez ce que vous payez. Avec Mme Maïmouna Salamanta, elle est la directrice de la petite mine Tabakoro Ouest. Téléspectateurs de Mandé TV, ce qu'on retient de cette réflexion d'aujourd'hui, et on interpelle ici nos gouvernants, c'est de pouvoir assainir le secteur le plus que possible et avoir un maximum de transparence pour le bonheur des Maliens. Et aussi, pour finir avec la phrase de Mme Maïmouna, il faut se donner la main et puis c'est ensemble que nous allons pouvoir relever les défis du Mali. Madame, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau. Téléspectateurs, on se dit à la prochaine pour une prochaine réflexion. Restez sur les ondes de Mandé TV et allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et aussi, nous saluons la partie technique qui a assuré la technique de ce tournage. À la prochaine.